Salut, c'est Gad Elmaleh, vous êtes sur Click, c'est tous les soirs en clair à 19h45 et c'est sur Canal+. Moi, je veux être acteur et je vais partir en France et je vais faire le cours Florent. Pas je veux ou j'aimerais, et je vais faire le cours Florent. Vous avez une carte de presse sur vous? Non, Retenez bien ce nom, Gad Elmaleh. Je m'appelle Joe. Si la brigade du kiff, elle passe, qu'est-ce qu'on fait? On prend perpète. Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac? Quand je fais un peu de cinéma, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller retrouver le public en live, de les sentir. Et c'est l'endroit où je me sens le mieux, en fait, la scène. C'est l'endroit où je suis le plus heureux. Gad Elmaleh, American Dream. Mon équipe, ça va se passer comme sur de la crème. Je sais pas ce que c'est la réussite, mais c'est peut-être ça, l'harmonie avec moi-même, avec mes choix. C'est de travailler vite et bien. C'est le secret de notre réussite. Partir d'une petite rue de Casablanca et zoom, atterrir sur le canapé de Jimmy Fallon à New York, tout a été incroyable dans ce que j'ai vécu. Merci d'être là, Gad. On va se faire un hug à l'américaine après une présentation comme ça. Ça va bien? Salut Mouloud. 10 ans, 10 spectacles, 30 ans de carrière, plus de 35 films, 30 ans de carrière. On se pose une question avec toi. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ça a été d'arriver au top ou de rester au top? Waouh. Je dis ça avec tout le lot d'angoisse qui vont avec à toutes les étapes. Non, je crois que le plus dur, en tout cas, ce qui me demande le plus de travail, c'est maintenant. Et je ne vais pas dire rester au top de moi-même, mais c'est continuer à rester dans une forme de, tu vois, de curiosité. Pardon. Rester dans voilà, un éveil, quoi, une fraîcheur. Parce que c'est de ça que j'ai peur, moi. C'est cette peur qui me motive. D'ailleurs, quand je revoyais les images là, des États-Unis, je crois que profondément, au-delà du rêve américain, au-delà du côté American Dream, tout ça, il y a la volonté de se mettre en danger pour se surpasser, pour se challenger, pour faire le mieux qu'on peut. Non pas que j'avais tout, et non pas que... Mais j'avais pas mal déjà, et donc j'avais besoin de me faire peur, et se faire peur, c'est faire mieux, et c'est se dépasser, quoi. Je me rappelle de ce moment où tu avais fait un documentaire sur ta tournée américaine. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était ta solitude. Je me dis, mais... Moi aussi, elle m'a frappé. Le mec, il est chez Jimmy Fallon, il réalise son rêve, il parle avec Jerry Seinfeld, mais il est dans des chambres d'hôtel tout seul, il repasse son truc. Mais c'est... Alors que, quand on voit le spectacle qui porte le titre « Papa », et que la famille, elle a été super importante, et que c'est ton père qui négociait les contrats, et là, ils sont pas là. Mais tu vois, je l'ai vécu. C'est pas une posture, c'est pas un truc romantique. Moi, le soir où j'ai fait Jimmy Fallon, je suis sorti du studio, j'étais heureux, hein, j'étais fier, mais j'étais seul. Et puis, j'avais même pas mes collègues, j'avais pas mes copains. Mais j'étais super flatté, j'étais super honoré, c'était un rêve. Parce que j'admire cet animateur, j'admire leur façon de faire, je voulais être sur ce canapé, tu vois. Mais il y avait une solitude parce que, tout simplement, mon entourage, quoi, les gens que j'aimais, ma famille n'étaient pas là. Et c'est pour ça aussi que je suis revenu. T'es revenu de quoi, tu penses? De quoi t'es revenu? Ah non, je suis revenu de rien, je suis revenu en France. Ah oui. Je suis revenu en France. On a l'impression que t'es revenu de beaucoup plus quand on voit le dernier spectacle. Non, je crois que... Non, parce que tu vois, dans le côté être revenu de plusieurs choses, ça fait un peu blasé ou alors un peu... Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai décidé d'être moi-même. Le spectacle s'appelle Lui-même. S'appelle Lui-même. D'ailleurs, c'est un titre qui a été suggéré par quelqu'un que tu connais bien. Roman Fressinet. Roman Qui a Fressinet. travaillé avec toi à l'écriture. Voilà, qui m'apporte beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Et voilà, c'est lui, donc. Hein, Il est très beau. Il est très beau sur cette photo. Et regarde ce qu'il disait de toi ici. Je suis impressionné parce que c'est un monsieur qui a tout fait dans sa carrière et il travaille plus que des mecs qui ont 20 ans et qui n'ont rien fait. C'est fou, il a un niveau d'exigence de dingue, il est ultra ouvert, il se remet en question tout le temps. Vraiment, c'est une belle leçon de travailler avec un mec comme ça. C'est quoi la chose la plus précieuse que tu as appris en l'observant? Que l'amour de la discipline, l'amour de l'objet, en fait.
Tu sais, il y a beaucoup de conséquences à ce qu'on fait quand c'est bien fait. De l'argent, de la notoriété, tout ça. Et en fait, on court pas après ça. On court après l'objet bien fait. Et lui, il a ça. Lui, c'est ce qui l'anime, c'est l'amour de la blague. Il aime ça et ça me fait du bien, quoi. Tu l'avais perdu à un moment, l'amour de la blague? D'abord, ça me touche beaucoup parce que j'écoute Roman et on blaguait tout à l'heure, mais c'est voilà, il fait partie pour moi, c'est le meilleur. Et donc, de pouvoir collaborer avec lui, ça m'inspire énormément. Ça me donne, je parlais d'éveil tout à l'heure, tu vois, ça me bouscule un peu. Et je dois dire très sincèrement que les moments où même il jouait avant moi, il y avait une forme de pression positive sur son niveau à lui, de force de rire, d'exigence, de son rapport au public, qui me challengeait, moi, tu vois. Ça devrait être le contraire. Une première partie, c'est, tu vois. Mais j'aime ça. J'aime... tu sais, c'est le fameux dicton, si t'es la personne la plus intelligente dans la pièce, t'es dans la mauvaise pièce. Il faut aller ailleurs, quoi. Et voilà, quoi, c'est le meilleur. Enfin, c'est un des meilleurs, je crois. Moi, Non, c'est le meilleur. C'est le numéro 1. Ton nouveau spectacle s'appelle Lui-même. T'es actuellement en tournée. Alors, c'est lui qui a trouvé le titre. Hein. C'est Roman Frécinet qui a trouvé le spectacle, le titre du spectacle. Non, Et c'est déjà un succès, tourné jusqu'en juin 2025 avec un passage par le Casino de Paris, 1er, 2 et 3 décembre, au Dôme de Paris le 28 janvier et jusqu'au 15 février 2025. Ce qui est quand même dingue quand on te voit avec une affiche où il n'y a même plus ta tête. On sent qu'il y a une grosse remise en question. On sent que la vie t'a mis des claques. Ouais. Et il y a deux types de catégories, deux types de gens quand ils se prennent des claques. Soit les gens continuent, soit ils arrêtent. La nature humaine, souvent, c'est des gens qui continuent. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Et quelle claque t'as pris? Non, moi, je crois que les claques, c'est surtout des messages. C'est surtout des signes. C'est surtout des portes qui s'ouvrent. Alors, je peux le dire maintenant sereinement, mais une crise, une claque, une souffrance, la manière dont moi je suis fait et constitué, malgré la complexité, la dureté, l'âpreté de certains moments de ma carrière ou de ma vie perso, je me suis dit, mais il faut que je traverse ça. Et alors, je peux le dire maintenant, c'est plus facile, mais ça m'a appris énormément. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait... ça paraît très cliché de dire ça, mais ça m'a montré qui étaient mes amis dans ce métier. C'est très important, tu dois le vivre au quotidien. Mais en fait, ce truc-là de fais attention, tu sais, c'est des paroles de tonton, c'est des paroles de parents qui sont presque des clichés sur le show business. Mais si tu ne l'as pas vraiment expérimenté toi-même, tu ne sais jamais ce que c'est. Et moi, je l'ai expérimenté. Pendant la crise... médiatique, avec le plagiat, tout ça, la presse qui s'en est emparée, le milieu des humoristes qui sont... Et je voyais des gens qui, quand ils me voyaient un genou à terre, qui me lâchaient. Et ça m'a pris, je crois, 4 ou 5 ans avant de comprendre que les gens qui te lâchent quand tu es un peu plus fragile, ils ne le font pas contre toi. C'est dur à accepter. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire au moment où ça arrive. Et ils le font pour eux, pas contre toi. Ce serait un autre, ils auraient fait la même chose. Tu aurais fait un autre truc, il n'y a pas de discernement puisqu'il n'y a pas d'amour. Et comme il n'y a pas d'amour, ils pensent qu'à eux, c'est que de l'orgueil, c'est que de l'ego. Ils n'ont même pas envie de te mettre à terre. Ils ne sont pas animés par ça. Ils sont animés par comment je peux exploiter la tannée qu'il est en train de vivre. Comment est-ce que je peux faire de son problème et de sa souffrance quelque chose qui va me faire, moi, être en lumière un peu plus. Et d'ailleurs, c'est un leurre. Il y a une grosse incompréhension à cette époque de l'histoire du plagiat et de copie comique, c'est qu'on se dit comment un mec qui est aussi brillant, qui nous a fait rire avec des histoires que personne ne peut raconter, avec ses histoires du bled, il a besoin d'aller chercher des blagues ailleurs. Ben parce que tout ça, c'est de l'orgueil et c'est de l'ego. Moi, j'ai pas la sagesse il y a 5 ans ou 7 ans quand c'est arrivé, c'est en 2017. J'ai pas le recul d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aurais dû dire et ce que je dirais si un jour ça m'arrive, c'est de quoi tu parles? Des 3 vannes d'humoristes américains? Oui, bien sûr. Et je vais aller plus loin, j'avais même on avait une forme de naïveté même. Tu commences le stand-up, tu regardes ça, tu t'en inspires. Bon, pour la moitié des humoristes américains, c'est des potes à moi et c'est des gens avec qui on a travaillé aussi. Donc ça me faisait rire quand les gens disaient « Ah, il prend tout à Jerry Seinfeld ». Moi, un jour, j'ai dit à Jerry Seinfeld dans le tournée, les gens disent que je te prenne des vannes. Non, je t'ai pris ta vie, je veux ta vie, moi. Je veux avoir
une famille comme la tienne, une hygiène de vie comme la tienne, une carrière comme la tienne, il a rigolé, quoi, parce que je m'en cache pas. Mais l'incompréhension dont tu parles, je la comprends. En fait, il faut comprendre aussi pourquoi les gens, à un moment donné, sont un peu étonnés, pourquoi ils t'en veulent. Et ça, je l'ai compris. Mais ça a été vraiment très, très utile. Moi, ça m'a donné beaucoup de force. Là, on parle du milieu, mais le public Non, le public, j'ai jamais... Non. Alors, dans mon nouveau spectacle, j'en parle en plus. Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'émotion même. Parce que c'est un moment de ma vie où j'ai eu un cadeau, en fait. C'est la vie qui m'a offert une séquence pour comprendre des choses rapidement que j'aurais dû mettre 20 ans à comprendre, quoi. Il y a un ami que tu as lâché, je pense que ça t'a fait du bien, c'est l'alcool. 21 août 2021. Ouais. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ça fera 3 ans. Que tu es c'est de l'eau. Hein. Comment tu as décidé ça et quelles ont été les étapes? D'abord, c'était pas un ami, c'est marrant que tu dises ça. Je sais pas si c'était un ami. Ou alors c'était un ami un peu hypocrite. C'est un ami du showbiz. Ouais, c'est un ami du showbiz, qui te lâche parfois quand... Bon, il n'y a pas que ça, heureusement, il y a des vrais amis. Et puis on en a vu un tout à l'heure à l'écran, il y en a d'autres, heureusement. Tu sais, c'est très bizarre parce que quand j'en parle aussi dans le spectacle, du moment où j'ai arrêté l'alcool, je crois que c'est simplement une tristesse, quoi, tu vois. Alors les gens, ils aiment bien te dire tu buvais pas beaucoup, toi, non, mais... en fait, c'est pour se rassurer, parce que ça les met face à leur propre alcoolisme. Et je crois qu'on banalise aussi l'alcoolisme, un peu. Mais j'étais un amoureux du vin. Et je suis toujours amoureux du vin, mais c'est une relation... Épistolaire. Ouais. Olfactive. Olfactive. Mais il y avait une tristesse. Il y avait... tu sais, il y a un truc, c'est que j'ai réalisé que quand je commençais à essayer de vivre des moments joyeux sans la joie, et que l'alcool allait faire le boulot à la place de la joie, je me dis, mais t'as un problème, c'est pas possible. Et j'avais l'air triste, et je me sentais triste, en fait. Et un jour, j'ai dit, il faut que j'arrête ça, moi, ça me va pas. Je suis pas... C'est pas moi, ça m'amène dans une zone qui est pas moi, quoi. Et ça m'empêche d'être moi-même, en fait, de boire. Tu penses que tu avais un devoir social de faire rire des gens quand tu arrivais dans une pièce? Et que l'alcool, ça pouvait t'aider à ça? Je crois que la timidité, peut-être. Plus la timidité. Non, parce qu'au contraire, je crois que même sans alcool, j'arrivais tout de suite à me protéger, à rentrer en contact avec les gens, à surmonter ma pudeur, ou avec mon rapport aux femmes, peut-être, qui a été assez introverti, assez timide, après, c'est de rentrer dans un jeu de séduction et tout, ce qui peut être super agréable, enivrant, excitant, mais il faut qu'il y ait un premier contact. Et ce premier contact, je ne savais pas le faire. Donc parfois, l'alcool pouvait m'aider, un peu. Mais c'est surtout faire presque semblant, en fait. Tu vois. Et c'était pas vrai, en fait. J'étais pas moi. Tu as utilisé le mot « protéger » quand je t'ai parlé de faire rire les gens. Ah ouais, peut-être, ouais. Oui, parce que je crois que depuis que t'es gamin, quand tu utilises l'humour comme langage, c'est une manière aussi de pas être atteint par la moquerie, par je sais pas, par l'humiliation, par la timidité, alors que la timidité, c'est quelque chose d'intéressant. J'en parle dans le spectacle aussi, je dis aux enfants qui sont dans la salle, soyez timides. Si un jour vos parents vous disent, fais pas ton timide, les écoutez pas, soyez timides. C'est pas grave d'être timide, un jour vous allez révéler des choses, quoi. Voilà. L'enfance, ça revient beaucoup en ce moment chez toi. Et tu en reparles beaucoup. Là, même les premiers pas dans ces rues de Casablanca, est-ce qu'elles te manquent, ces rues? Non, parce que, tu vois, c'est marrant, parce que moi, avec le Maroc, j'ai jamais eu un rapport nostalgique. Parce que je suis connecté au Maroc et je suis marocain et j'ai pas ce rapport de ah là là, à l'époque, comment c'était. Parce que je vois le Maroc évoluer, donc je le vois plus vers le futur. Je le vois plus. Bien sûr que mon passé, il m'a construit. C'est des souvenirs incroyables, les bons comme les mauvais. Tout, cette couleur, quoi, ce filtre-là de mon enfance marocaine. Mais le Maroc, c'est je sais pas. Parfois, on me dit, mais t'as pas la nostalgie? Non, non, je suis connecté, quoi. J'y vais souvent, même quand j'y vais pas, c'est là, c'est dans mon cœur, c'est dans mes veines, c'est dans mon ADN, c'est dans mon humour, c'est dans mes mains.
Tu vois, c'est dans la nourriture, c'est dans l'esprit, c'est dans le langage aussi. Donc, ça me manque pas, en fait. J'y vais. Tu as beaucoup parlé de tes parents. Ouais. Comment est-ce que tu vis le fait que toi, tu as pris de l'âge et qu'eux en prennent? Non, moi, j'en prends pas. Il n'y a que quand. C'est intéressant parce que je pense que je reçois plus des messages de mes enfants aussi sur le fait que moi, je prends de l'âge. Après, mes parents, quand j'ai fait le film avec eux, c'est marrant parce que je disais on va faire un film, on va raconter cette histoire, on va parler de la conversion, de la foi, c'est un sujet sensible, intime, tout ce que tu veux. Mais en fait, ce qui reste à la fin, c'est que j'ai passé 2 mois avec mes parents tous les jours chez eux, à les filmer, à les aimer, à être parfois contrarié parce qu'ils ne voulaient pas faire ce que je leur disais de faire. Tu sais, c'est bizarre de diriger son père. Déjà, le mot, tu vois, c'est... T'es réalisateur, tu diriges ton père. Ma mère était incroyable dans le film. Elle a un naturel qui est incroyable, qui est très fort, qui est très puissant. Elle a improvisé des répliques. D'ailleurs, elle m'a dit un truc tellement touchant. Je l'ai raconté à des copines actrices. Et, quand il y a eu les Césars après, elle m'a carrément demandé, mais sans pudeur, sans rien, et c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais entendue de la part d'une comédienne, c'est... Pourquoi je suis pas dans le... Je lui dis quoi, maman? Eh ben, j'ai bien joué, moi. Ben oui, maman, t'as bien joué. Eh ben, pourquoi ils m'ont pas mis dans le... Au moins les 5. Je demande pas le César, mais au moins qu'ils reconnaissent que j'étais bien. Tout le monde me dit, même dans la rue, les gens ils me disent, vous étiez super. Je trouvais ça tellement honnête. Il y a des milliers d'actrices qui rêveraient de dire ça, quoi. Mais je trouvais ça honnête. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris à dire qui se dit pas? Waouh, c'est le contraire. Mes parents, ils m'ont appris à... Enfin, ils m'ont pas assez appris à dire... Waouh, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont appris à dire qu'il se dit pas? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris à être qui ne se dit pas, plutôt? Parce que mon père, je pense, m'a transmis une forme d'élégance dans le rapport aux autres, dans ma relation et mon intelligence et mon appréhension sociale, plutôt élégante, distante, parfois trop humble de sa part. Trop. S'excusant d'être là. Et ça, moi, j'ai un peu surmonté ça. J'avais pas envie d'être comme ça, moi. Y a un côté comme ça des papas méditerranéens qui, à la fois, sont les patrons à la maison, genre, mais en même temps, il y a une forme d'humilité, ils veulent pas trop faire de bruit autour d'eux. Et moi, j'aime ça. Et en même temps, parfois, je me dis... C'est marrant, c'est la phrase d'un rabbin qui m'a dit un jour, c'est bien d'être humble, mais n'oublie pas que tu es grand. Et je trouve ça juste, quoi. Parce que, voilà, quoi, connaître sa valeur, c'est pas être orgueilleux. L'humilité, c'est pas ne pas connaître sa valeur ou se sous-estimer. Donc, ouais, une forme de réserve, une forme de pudeur, une forme de délicatesse avec la vie, avec les événements, avec les choses, qui, moi, m'aident au quotidien, que j'apprécie. Il m'a transmis ça. Et ta mère? Rien du tout. Rien du tout. L'esprit. L'esprit. Mais la vitesse. L'esprit, la rapidité, la connexion immédiate sur l'humour, bien sûr. Mais l'humour, c'est un langage, tu sais, c'est l'esprit. Moi, là, si je prends mon téléphone, j'appelle ma mère et je commence à lui parler avec un accent, elle réfléchit pas. Elle embraye avec l'accent. Si je lui sors un... C'est immédiat, quoi. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti récemment? Moi, je sais pas, j'ai appelé ma sœur vite. Elle m'a sorti une vanne. J'étais chez elle, dans sa cuisine. Je lui ai parlé d'un truc. Elle a rebondi dessus. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est fort. C'est je sais plus ce que c'était. Mais elle va vite. Et ça, c'est elle. Ça, c'est... Mon père, ça passe par une analyse. Et puis, c'est surtout que c'est comme s'il était... Il a peur de pas avoir la bonne réaction. Ou alors, il sait pas si... Non pas qu'il capte pas l'humour. Il a beaucoup d'humour. Mais... voilà, quoi. Il va pas montrer le... Elle y va, quoi. Toute mon enfance, avec ma mère, on a eu ce rapport de blagues. Mais pas des blagues pour des gags. C'est juste l'esprit, des imitations. Regarde le serveur, regarde, t'as vu, il a un tic, regarde ma tante.
Tu trouves pas que ma tante, quand elle marche, elle fait ça? Ouais, c'est vrai. Depuis que je suis petit, en fait, on fait ça avec ma mère. Moi, ce qui m'hallucine chez toi, c'est ta gestuelle. Parce qu'on voit que c'est travaillé. Est-ce que tu continues à le bosser? Je le fais instinctivement, je le bosse pas. Moi, j'essaie quand même de faire un peu de sport parce que, voilà, tu as parlé de l'âge. D'arrêter l'alcool, ça aide. C'est pas un scoop, mais j'encourage tout le monde à boire moins d'alcool. Tu sais qu'on me l'a reproché d'avoir dit que j'ai arrêté l'alcool? Mais non. Ouais. Mais on t'a dit quoi? On m'a dit, dis pas ça. Ça va te couper de ta fanbase. Tu gâches l'ambiance. Non, je le travaille pas, tu vois, la gestuelle, je le travaille pas, mais ça fait partie de mon langage, ça fait partie de ce que je suis. Tu peux nous faire un tuto gestuel? Moi, ça me fascine quand tu... Je te jure, ça me fascine. Sérieux? Ouais. Non, mais tous les humoristes à qui on parle de toi, premier truc, c'est j'aimerais comprendre sa gestuelle. C'est fou ce que tu dis. Ils t'étudient tous. Moi, je sais pas, c'est instinctif et c'est toujours imagé. Ça veut dire quelque chose. Et que ce soit des attitudes, tu vois, que ce soit des attitudes ou des... Tu vois, il y a un truc pendant des années que j'ai fait, que je sais pas si on me voit quand je suis comme ça. Ouais. Il y a un truc, mais c'est très con, tu vois. À un moment donné, quand je faisais le blond, je sais pas, je faisais une voix, t'arrêtes, machin. Et à un moment donné, il suffit juste que c'est « Eh oh !» Et en fait, ça ne veut rien dire de faire ça. Mais pour moi, ce mec, pour moi, c'est lui. Et en fait, c'est les gens qui m'ont fait réaliser. Parfois, j'étais dans la rue, et ils me disaient « Hey, Gad !» Je dis quoi? Hop. Et moi, je dis « Je fais ça, moi ?» Oui. Et en fait, je me rendais pas compte, mais j'avais un truc. Et c'est une connerie, en fait. Qu'est-ce que tu sais mimer que toi seul sais faire? Ah non, mais arrête, c'est terrible ce que tu me dis. Ah non, je sais pas, je peux pas. Là, c'est pour réfléchir. Mais rien qu'en geste, il est fou. Non, mais je sais pas, je sais pas. Tu veux coudre un truc. Le mime, c'est désuet, le mime. Moi, j'aime le mime. Ah, t'aimes le mime? Ouais, j'adore le mime. Allez, je te fais un petit mime. Allez. Un mime pour Mouloud. Déjà, je marche. Très bien. Attends, je replace mon micro. Bon, déjà, je marche. Ok. T'es prêt? Ouais. Ok. C'est loin, non? Ouais, tu vas où? Il y a une boulangerie. Je veux le gâteau, mais elle est fermée. Oh non, c'est fou, ça. Pourquoi? Ah, mais peut-être je peux passer comme ça et prendre... Il m'a fait faire du mime en 2024, les amis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça fera plaisir à mon père. Exactement. Et en 2024, t'es quand même encore un petit peu sur les réseaux sociaux. Et on a enquêté sur tes réseaux, on a cliqué dessus. C'est le clic sur Gad Elmaleh. On a cliqué sur vous, Gad Elmaleh. Je me présente, je m'appelle Gad Elmaleh. Et sur vos réseaux, on a pu suivre votre nouvelle vie d'humoriste international. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Ouais, et vous faites vraiment tout pour passer pour un Américain. Un humoriste apprécié et reconnu de tous. Et surtout par les plus grands. Ouais, on parle de couscous, bien évidemment. Un humoriste qui détient un record, celui du rire provoqué le plus long. En cliquant sur vous, Gad, on a découvert les vraies stars de vos réseaux. Bon, tout d'abord votre médecin, que l'on soupçonne d'être le sosie officiel de François Hollande. Bonjour. Et que vous voyez aussi souvent que votre famille. T'es un grand malade. Et évidemment votre mère, qui est très présente. Elle a même joué avec vous au cinéma, et il a juste fallu lui expliquer le concept de rôle et de personnage. Ça te fait quoi de jouer ma mère dans mon film? Je joue pas ta mère. Tu joues... Mais oui, tu joues ma mère. Je suis ta mère. Non, mais j'aurais Oui. pu engager une actrice pour jouer ma mère. Mais Non, j'aurais pas voulu. Scroller sur votre Insta, c'est observer vos multiples talents. Bon, ceux de danseurs déjà. C'est clairement du contemporain. Ceux de coach en pensée positive. La modestie n'a de valeur que si tu t'estimes. J'ai compris que mon métier, c'était plus qu'un métier, c'était une mission pour moi. Et ceux moins connus de livreurs. Et ouais, c'est la crise pour tout le monde. Hein. De livreurs qui galèrent déjà à passer la porte. Si vous commandez chez Gad, prévoyez à l'avance. Hein. Et pour rire sur scène, ce sera plutôt dans votre dernier show, lui-même. T'as lâché les réseaux. Pardon? T'as lâché les réseaux.
Ouais, ça va faire 1 an que j'ai pas de réseau. J'ai pas de... En fait, je suis présent sur les réseaux parce que j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi qui s'en occupe, de community manager, de presse, d'attaché de presse. J'ai une équipe avec moi, mais j'ai voulu faire une... Peut-être que c'est une pause, en fait. Peut-être que c'est juste une petite pause. J'ai eu trop de choses qui m'aspiraient, qui me tiraient vers le bas. J'ai vu trop de commentaires, trop de haine surtout, trop d'intensité, puis trop d'extrêmes, quoi. Je veux t'épouser, mais je veux te tuer juste après. Il y a un problème, quoi. Et c'est pas ça. Je suis beaucoup mieux sans. Et surtout, j'ai des potes qui m'appellent, là, en ce moment, Alors, bien sûr que je me tiens au courant, que je suis connecté à l'actualité du monde, et Dieu sait si elle me préoccupe, mais je suis moins en alerte, tu vois. Les gens, par exemple, qui ont des téléphones? Non. Des réseaux? Des amis. Non, mais quoi, quand ça bip, notifications. des notifications. Waouh, tu vois, j'ai oublié. Les gens qui ont des notifications en permanence, je trouve qu'ils sont formatés à ces notifications et leur cerveau, il marche par notification. Et ils ont un coup d'adrénaline, de dopamine sur des breaking news qui ne sont pas des vrais breaking news. Et de temps en temps, j'entends des potes qui me disent sur un vocal, sur un truc, Gad, t'as vu ce qu'a dit un tel sur les réseaux? Ben non, je n'ai pas vu ce qu'a dit un tel. Et en fait, qu'est-ce qu'a dit un tel sur les réseaux? Il a dit que... Bon, OK. Et donc, et si tu ne me le dis pas, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas dit que... Il n'a pas dit que... Ou alors... Mais non, mais c'est surtout que le lendemain, si je n'ai pas répondu à temps ou quoi, bon, ça passe, tu vois. L'écume, quoi, tu vois. Et le truc qui chasse... Ça me fatigue un peu, donc j'ai pas envie de ça. Mais je crache pas sur les réseaux sociaux parce que ce serait un peu malhonnête, parce que je l'ai utilisé. C'est un outil qui est incroyable. Et pour nous, c'est super. On peut vendre des billets, on peut communiquer avec nos fans, une communauté qui nous suit. Moi, je fais beaucoup de rencontres avec des artistes, même internationaux, par les réseaux sociaux. Bon, mais j'ai pas envie en ce moment, quoi. Je suis bien sans. J'ai pas envie de lire ce qui se dit. J'ai pas envie de lire ce qui se dit sur moi. Je trouve que ça sert à rien. J'ai pas envie surtout de voir de la haine, quoi. Il y a trop de haine, trop de haine. Et tu dis aussi que l'actualité, c'est des choses qu'il faut mesurer et peser. J'aimerais qu'on parle de l'actualité. Le 26 mai, Israël a bombardé un camp de réfugiés à Rafah. 45 morts et plus de 249 blessés. Les images étaient terribles. La semaine dernière, l'image All Eyes on Rafah, qui signifie tous les regards sont lancés vers Rafah, a généré plus de 47 millions de partages. Encore 120 otages sont détenus par le Hamas et plus de 36 000 Palestiniens sont morts. Quoi, cette actualité-là, comment est-ce qu'elle te touche? Elle me bouleverse. C'est-à-dire que... Alors, j'ai arrêté de voir les réseaux avant, bien sûr, le 7 octobre, mais encore plus avec le 7 octobre. C'est vrai qu'on a été sommé de réagir, on a été sommé de choisir des camps, on a été un camp sommé de dire non pas quelque chose, mais dire ce que certains voulaient qu'on dise exactement. Alors quand je vois ces images, quand j'entends ce que tu me dis, je suis bouleversé, c'est d'une tristesse infinie. Tu l'as précisé, les otages sont encore... On ne sait pas s'il y a des gens, si les otages sont vivants ou pas. La réalité, en fait, parce qu'on va s'accrocher aux faits. La réalité, c'est quoi? Parce qu'il faut quand même reparler du point de départ de cette tragédie. Il faut parler des attaques barbares du 7 octobre. Il faut parler de la bestialité de ce geste. Moi, je pense que ça a été un tournant, en fait. Je pense que, non pas qu'on soit rompu ou habitué, ou qu'on ait vu des choses sur le terrorisme, les attentats, mais je crois qu'il y a eu un tournant dans cette barbarie. Et ce jour-là, le monde a vrillé. On a changé. On a dit, OK, à partir de là, on est ailleurs. Et ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et je le disais chez Léa Salamé sur France Inter, même si ça m'a valu beaucoup de critiques, je le répète ici, Mouloud, devant toi, depuis quand un homme ou une femme, quelle que soit sa religion, juif, musulman, chrétien, ne peut pas être totalement dévasté par ce qui s'est passé le 7 octobre et pleurer quand il voit ce qui se passe à Rafah. Moi, je le dis, je l'assume, je le dis haut et fort. Et on peut... C'est une question d'humanité, en fait, avant tout. J'entendais un pote qui me disait « Ouais, mais... des deux côtés, hein, israéliens et palestiniens. Oui, mais les chiffres sont faux. » Je dis « Mais les deux, arrêtez le débat. À partir de combien d'enfants vous pleurez, vous? C'est quoi cette histoire, là? Les chiffres sont faux, quand bien même... Hein. » Donc voilà, je crois il s'agit d'humanité avant tout, quoi.
je pleure ses enfants, quoi. Je l'ai, bien sûr. Ça me bouleverse, bien sûr. Tu t'es aussi fait beaucoup d'ennemis dans ta communauté, parce que tu as dit, voilà, en tant que juif, je ne suis pas tributaire du gouvernement de Netanyahou. Bah d'abord, mais tu sais, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la rue en Israël, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui exhortent, qui prient pour que la proposition d'accord, en tout cas, soit adoptée. Parce que, voilà, on veut tous qu'il y ait un chemin vers, c'est dur à dire aujourd'hui, vers une possible paix. Et la voie la plus difficile, c'est la paix. C'est la plus... et bizarrement, c'est celle qui nécessite le plus de courage, en fait. Parce que quand tu es pour la paix, quand tu envoies un message de paix, tu te mets à dos les extrêmes des deux communautés. Et c'est terrible. Moi, j'ai des amis musulmans et des amis juifs. Dès qu'ils envoient un message de paix, ils se prennent des messages de haine des deux communautés. Et je voudrais citer une personne qui est très inspirante, qui s'appelle Anna Assouline, et qui est une femme qui milite et qui se bat avec une association qui s'appelle les Guerrières de la Paix. Et elle m'inspire. Quand je vois ces femmes musulmanes et juives avancer ensemble et se dire on va essayer de faire un chemin vers la paix, ça m'inspire énormément. Et je crois que c'est ça qu'on doit penser en France. On ne peut pas refaire une deuxième guerre en France, c'est pas possible. On doit à un moment donné essayer, en tout cas. C'est le discours de Rabin, tu sais, quelques minutes avant de mourir. Lui, c'est un homme inspirant pour moi. Yitzhak Rabin, il dit, juste avant de mourir, je n'ai pas les mots exacts, mais la paix n'est pas une prière. Il y a de la prière dans la paix, mais la paix devrait être la plus grande aspiration du peuple juif. Il s'est fait tuer malheureusement quelques minutes après. Eux, c'est des hommes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent. Et même si... Alors, je replace les choses dans leur contexte. On m'a dit, tu condamnes pas. Je dis, mais comment ça, je condamne pas? Tu ne peux même pas me parler de ça. C'est plus que condamné. Je suis horrifié par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et toute ma vie, je resterai traumatisé par ça. Mais je pleure ce qui s'est passé à Rafah et à Gaza. Et je le dis haut et fort. Et il faudrait qu'on soit ensemble pour pleurer ensemble nos enfants. Et pas créer une deuxième guerre. Est-ce que tu condamnes le gouvernement Netanyahou? Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, tu vois. Ça n'est pas du tout... si je vivais en Israël, tu sais, c'est très facile dans un studio de télé, à Paris, sur les réseaux sociaux, de dire si je vivais là-bas, je serais dans la rue avec tout le monde en train de dire arrête. Essayons d'accepter la proposition qui est faite en ce moment. Je pense que je ferais ça. Maintenant, voilà, ça ne change rien à l'atrocité du 7 octobre et surtout aux otages. Il faut penser aussi à eux. Quand tu prends des positions comme ça, est-ce que ça te donne envie de rester en retrait? Ouais. Bah surtout qu'il y a une autre chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on fait chacun comme on veut, comme on peut, à notre niveau, à notre manière, des choses, à titre personnel. Qu'elles soient dans l'implication associative, qu'elles soient par des gestes qui soient financiers, que ce soit du temps, que ce soit de l'écoute, que ce soit de la diffusion de messages. On fait des choses, on ne reste pas insensible. Mais, pour des raisons malheureusement assez tristes, les gens pensent que si ça n'est pas sur les réseaux sociaux, tu ne l'as pas fait et tu n'existes pas. Et les gens pensent parfois, quelle que soit la communauté, hein, puisque je parle avec mes amis musulmans aussi et mes amis juifs dans le métier, s'ils n'ont pas affiché sur les réseaux sociaux la story, non pas qui parle uniquement d'Israël ou de la Palestine, mais telle que leur communauté la veut exactement, alors ils ne sont pas des bons juifs ou pas des bons musulmans. Moi, ça ne me va pas. Moi, c'est pas comme ça que je vois l'humanité. Donc ça me convient pas. Il y a des potes qui t'appellent, qui disent on n'en peut plus. Vous en parlez? Moi, je parle beaucoup de ça. Je parle beaucoup avec mes amis. Et puis, tu sais, je parle beaucoup avec les humoristes. Moi, j'ai deux amis qui sont... L'un est israélien, l'autre est palestinien. C'est des humoristes. C'est des mecs qui sont tristes, qui sont dans la... Pour des humoristes, c'est terrible. Ils essayent de faire leur métier. Ils se confient à moi. Je suis en contact avec eux en permanence. Comment ils s'appellent si les gens veulent voir leur travail? Adi Khalifa, qui est un mec brillantissime. Israël Katorza, qui est le mec le plus populaire d'Israël en humour. Et voilà un Palestinien, un Israélien à qui je parle régulièrement.
C'est des gens qui m'inspirent, c'est des gens avec qui on parle de paix, de possibilités de... Avec 14 ans, on rigole. On fait des blagues même impensables, interdites. Et je l'aime d'amour. Et Hadi aussi. C'est ça la réalité. C'est être connecté à ceux qui vivent la tragédie. Franchement, c'est pas mettre une story. C'est bien, t'as mis une story, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une story et alors? Et qu'est-ce que ça va changer? Et les gens te jugent au fait que t'aies mis une story ou t'as mis une... Tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais pas quel est mon rapport à mon identité, à mon passé, à mon futur. C'est comme les gens qui vont juger le rapport que quelqu'un a à Dieu. D'où tu peux juger le rapport que j'ai à Dieu? D'où je vais juger, moi, le rapport que tu as à la foi, le rapport que tu as à ton patriotisme ou pas, à ta nationalité, à ton identité, à ta religion? On ne peut pas. Moi, je peux pas. C'était les paroles de Gad Elmaleh. Voilà. Merci beaucoup, Gad. Merci à toi, Mouloud. Il faut absolument aller voir Gad sur scène. C'est aussi le meilleur. Bonne soirée.